Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir à 2h34 en pleine nuit, donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai écrit, un texte sur le pouvoir et la façon d'exercer le pouvoir et de prendre le pouvoir en fonction que nous soyons un homme ou une femme. Alors je voulais faire cette vidéo pour bien montrer que si majoritairement ce sont les hommes qui ont au niveau politique, c'est-à-dire au niveau des décisions du pays, ce sont les hommes qui arrivent au poste décisionnaire et qui prennent majoritairement en général ces postes-là. Je voulais expliquer ces choses-là d'une façon très simple pour montrer les forces qui poussaient justement cette humanité à mettre au pouvoir politique. Il y a plusieurs sortes de pouvoirs, en sachant que même si l'homme est au pouvoir politique, il y a derrière des pouvoirs économiques, il y a le pouvoir aussi du peuple qui influe sur les politiques, le pouvoir des médias qui influe sur le peuple et le pouvoir des puissances financières qui influent sur les médias pour influer sur le peuple, pour pouvoir avoir justement le pouvoir politique qui fera la politique pour ceux qui ont de la puissance, qui ont de l'argent. Là n'est pas le thème de cette vidéo, je vais vous parler des forces qui font que ce sont majoritairement les hommes qui prennent les postes de décision politique, c'est-à-dire de décision pour la voie, le chemin que prendra le peuple et les lois sous lesquelles il vivra. Donc ce petit texte s'appelle « Femme de pouvoir, homme de pouvoir ». Et bien que certains me traitent de misogyne, je voudrais quand même mettre en lumière que la femme est souvent une très bonne chef d'État, une très bonne gestionnaire, mais que la façon dont elle exerce la politique, la façon positive dont elle exerce la politique, ne peut se réaliser que dans certaines circonstances et dans un état en général de stabilité. Donc la femme est une très bonne chef d'État dans certaines circonstances, mais l'homme globalement se retrouve plus souvent à la tête des États. Alors ça depuis le début de l'humanité civilisée. Alors, le texte s'appelle, comme j'ai dit, « Femme de pouvoir, homme de pouvoir ». Alors excusez-moi encore, je ne suis pas un grand liseur et je ne pense que je ne le serai jamais. Mais je vais vous lire avec amour les textes que j'écris. Alors, si les hommes et les femmes sont fondamentalement différents dans leur spécificité et leur fonction pour le groupe, et si les hommes trustent majoritairement depuis des millénaires les postes de pouvoir, c'est-à-dire les postes où sont prises les décisions concernant l'avenir du groupe, les femmes dans certaines conditions peuvent s'avérer bien supérieures aux hommes quand elles arrivent au sommet de la chaîne décisionnaire et endossent le rôle du chef suprême, celui à qui incombe la décision finale, le rôle de guide pour la nation. Ainsi, dans un milieu stable, une femme est souvent bien supérieure aux hommes dans certaines fonctions dirigeantes, comme dans celle si glorifiée de chef d'État, que ce soit un chef élu ou que cette fonction soit héréditaire. Cette possibilité qu'ont certaines femmes de diriger et surtout de gérer brillamment un État est directement en rapport avec leur programmation génétique de mère et de gestionnaire du foyer. En effet, la femme ne rentre généralement pas en politique pour les mêmes raisons que l'homme. Là où les hommes, par-delà leur idéalisme politique, recherchent souvent inconsciemment le pouvoir pour avoir les femmes et optimiser leurs chances de transmettre la vie, car la femme est inconsciemment attirée par l'homme de pouvoir qui pourra la protéger, la femme, quant à elle, rentrera le plus souvent en politique par idéalisme ou parfois pour un besoin de s'affirmer,
mais rarement pour assouvir des désirs sexuels et posséder les hommes afin d'optimiser ses chances de survie. Car l'homme, comme tout le monde le sait, n'est pas attiré par le pouvoir de sa partenaire, mais plus par son physique. La femme de pouvoir est donc généralement une fine gestionnaire, peu enclin à la dépense ou à la corruption pour consolider ses alliances et qui redistribuera le plus souvent avec parcimonie et équité l'argent de l'État, c'est-à-dire l'argent des taxes prélevées sur le travail du peuple, tout en recherchant le bien-être du peuple et son épanouissement, comme une mère recherche le bonheur et l'équilibre de ses enfants. Malgré les grandes qualités intrinsèques à de la femme, qui semble en faire le chef d'État par excellence, on pourrait s'interroger sur le fait que, sauf exception, ce sont les hommes qui dirigent les États depuis des millénaires. La raison en est simple, et ne vient en aucun cas d'un désir de domination de l'homme sur la femme, ou d'un complot masculin plurimillénaire pour empêcher les femmes d'accéder aux postes de direction. La cause de cette prédominance des hommes dans les fonctions de pouvoir est que malgré que l'homme soit souvent injuste dans la récupération des taxes sur le peuple et sa redistribution pour le bon fonctionnement de l'État, et malgré sa propension au vol et à la corruption pour augmenter la puissance de ses alliances et sa capacité à éliminer sans pitié les concurrences par toutes les vilainies possibles, l'homme est par ses tendances brutales et immorales un grand connaisseur de la dangerosité masculine, et bien souvent le seul à être capable de s'opposer à d'autres mâles prédateurs, cherchant par le biais de la politique et de la guerre à prendre le pouvoir et les femmes. Ainsi, par sa nature paisible et gestionnaire, la femme est la plus habituée à gérer un État en paix, est la plus habilitée à gérer un État en période de stabilité et d'abondance, alors que l'homme, par sa programmation génétique de chasseur et de conquérant énergétique, sera le plus à même, en cas de crise, à défendre ou à conquérir un État en éliminant sans pitié ses adversaires. En conclusion, quand on parle de pouvoir et de politique, les femmes sont faites pour gérer l'équilibre et la stabilité, alors que l'homme est programmé pour gérer le combat, la défense ou la conquête, afin de prendre et de conserver le pouvoir. Donc, vous voyez bien que si l'homme est souvent à la tête des États, c'est pas par sa qualité de gestionnaire, c'est pas par sa grandeur d'âme et par le fait qu'il sait bien redistribuer l'argent qui est pris sur le peuple, donc sur la masse des travailleurs, sur les producteurs, pour faire fonctionner cet État, en sécurisant les routes, les transports, où on achemine l'énergie, et en gérant parfaitement l'État. Non, ce n'est pas pour ça, c'est surtout parce que l'homme a une capacité de défense de l'État, et qu'en cas de prédation d'un autre groupe d'hommes, une tentative de prédation, l'homme est le meilleur pour défendre la structure étatique, mais pas forcément pour la gérer. Donc c'est pour ça que l'on se retrouve avec des hommes au pouvoir, car en général, ce sont les hommes qui font cette prédation sur le monde et qui vont rechercher la calorie ou qui protègent leur territoire contre les autres hommes. Donc on se retrouve avec cette mentalité guerrière de protection ou de prédation de territoire, et c'est ainsi que les femmes sont évincées s'il n'y a pas de période de stabilité, tout simplement. Donc voilà pourquoi, en général, ce sont les hommes qui sont au pouvoir. De plus, on peut aussi comprendre que les femmes, étant pendant des millénaires occupées à leur rôle de mère, de génitrice, elles avaient peu de temps pour s'intéresser à la gestion et à la protection des États, puisque c'est très récent que les femmes ne font plus que 2 enfants, en moyenne 2 enfants et demi. En général, les femmes en faisaient
entre 4, 5, 6, 7, pour qu'il en reste 2,5, voire 3 en vie, pour que 2,5, pour que sur ces 3, 2 puissent, ou 2,5 puissent se reproduire, permettant à l'humanité de se développer et de croître. Donc, toute une vie de femme passait dans ce métier de mère où on portait, on nourrissait, on éduquait les petits, laissant bien sûr peu de temps pour la fonction de protection et de gestion d'un État, puisque la femme était la gestionnaire du foyer et l'éducatrice. Elle avait donc peu de temps pour se consacrer au monde extérieur. D'ailleurs, elle n'en avait pas forcément aussi les capacités, puisque c'est l'homme qui part à la conquête du monde et qui comprend le fonctionnement du monde par cette quête constante calorique, par la chasse, par la prédation. Il s'interroge sur le monde pour le maîtriser et par là, il a les capacités de gérer, de protéger et de défendre par sa situation extérieure au foyer qui lui fait comprendre le fonctionnement du monde en dehors du foyer. Donc aucune misogynie, simplement le fait que les femmes n'avaient pas le temps de diriger, mais de plus, c'était souvent les hommes qui prenaient le pouvoir en période de conflit. Et comme les conflits ont toujours été très nombreux au cours de l'humanité, c'est normal que les hommes aient eu souvent le pouvoir. Alors il y a eu de grandes femmes au pouvoir, mais c'est toujours minoritaire par rapport aux hommes. Pas qu'elles soient de mauvaises gestionnaires, au contraire, une femme au pouvoir est souvent moins corrompue, est souvent plus droite, est souvent plus égalitaire, sait redistribuer avec intelligence et sait ne pas taxer le peuple avec stupidité et s'engage souvent dans son travail de dirigeante dans des actions sociales, éducatives, mais malheureusement, elle n'est pas souvent habilitée au combat et à la prédation. Ça, c'est l'homme, c'est le propre de l'homme qui, même si ce n'est pas un prédateur, il est capable de se défendre des autres prédateurs, des autres hommes. Voilà, l'homme est un prédateur, l'homme est un loup pour l'homme, et l'homme, par la connaissance de lui-même, est le seul à pouvoir défendre réellement son état, car il sait que celui qui veut prendre le pouvoir est bien aussi dangereux que lui-même. Voilà, petite vidéo pour expliquer pourquoi les hommes ont souvent pris les postes de pouvoir alors que les femmes ne l'avaient pas. Voilà. Allez, petite vidéo, à bientôt!